Attendees are in listen-only mode. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin enfin avec vous pour ce dernier point de marché de ma série donc de la semaine. Nous sommes le vendredi 18 août 2017. Bonjour à vous François, bonjour Luc, bonjour François également. Alors deux François parmi nous. Bonjour à vous Daniel, bien le bonjour également, comme toujours. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. Alors hier, on a une clôture des marchés US, comme vous avez pu le constater, en forte baisse, plus forte baisse en plus de 3 mois, à cause des inquiétudes politiques et également à cause des attentats qu'il y a eu en Espagne qui n'ont pas participé à la confiance du marché. Néanmoins, on a toujours un DXY qui tient son support de long terme. Donc nous allons voir, on va faire un point ensemble parce que je vois des gens qui sont plutôt encore haussiers sur l'euro. Moi j'ai du mal à avoir une potentielle hausse à court terme sur l'euro dollar. Donc on va voir un petit peu, on va essayer d'éclaircir un petit peu tous les scénarios possibles qui pourraient avoir sur l'euro dollar. Alors merci Gilles pour cette confirmation, son image 5 sur 5. Merci à vous et bien le bonjour. Franck également qui nous salue tous. Bonjour à tous. Alors également bonjour à vous Franck. Alors on commence tout de suite par avertissement gage sur risque. Trader avec effet de levier comporte un risque élevé ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super votre dépôt. Daily FX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors bonjour à vous Brigitte. Résumé de la science américaine et asiatique. Donc comme vous pouvez le constater, on a eu des marchés actions qui ont commencé à Wall Street à se replier. Le Nasdaq a marqué la plus forte baisse, tout simplement parce que le Nasdaq est peut-être un peu plus volatile, il fait des amplitudes un peu plus importantes quand on compare le S&P, le Nasdaq et le Dow Jones. Eh bien, c'est souvent le Nasdaq qui a des amplitudes, qui est plus volatile, tout simplement. Alors, pourquoi il est plus volatile? Eh bien, déjà, il est plus concentré, donc on n'a pas d'effet de diversification, c'est-à-dire que s'il y a, eh bien, lever technologique qui baisse, eh bien, c'est quasiment tout le Nasdaq qui baisse. Alors que, par exemple, sur le S&P ou le Dow Jones, la pondération des valeurs technologiques est beaucoup plus faible. Et si le secteur technologique baisse, eh bien on a toujours un secteur de l'énergie, de la consommation, de la santé, etc., qui viennent un petit peu rattraper la baisse, qui viennent compenser la baisse du Nasdaq. Voilà. Et ensuite, eh bien si on compare le S&P et le Nasdaq, tout simplement, le S&P a 500 valeurs, un peu plus de 500 valeurs, le Nasdaq en a un peu plus de 100, il me semble. Et, euh, et donc voilà. Donc on a cet effet entre le S&P et le Nasdaq où eh bien déjà il y a moins de valeur, donc il est un petit peu moins diversifié. Vous me direz par contre que le Dow Jones a seulement 30, donc ça n'explique pas cette baisse. Oui, mais le Dow Jones est, comme je vous dis, diversifié sur différents secteurs, alors que le Nasdaq ne l'est pas. Voilà. Donc j'ai envie de dire les valeurs technologiques sont peut-être un peu plus volatiles. En plus de ça, le Nasdaq il est plus concentré, et donc forcément ça explique une plus grande baisse et des plus grandes hausses sur le Nasdaq. Voilà. Bref, le DXY qui continue son rebond, plus 0,21%. Cette nuit en Asie, on a eu le yen et le gold qui ont continué de progresser, le Nikkei et le Hang Seng Index qui ont reculé, donc pareil, un aspect, un climat d'aversion au risque qui a l'air de dominer depuis hier à la séance américaine. On l'a vu d'ailleurs, on avait des indices européens qui progressaient hier matin, tout au long de la matinée, et depuis l'ouverture des marchés américains, depuis qu'on a eu cette dissolution des deux comités qui regroupaient des entrepreneurs prestigieux américains et qui conseillaient la Maison Blanche. Depuis qu'il y a eu cette dissolution, donc mercredi soir, eh bien Wall Street a vendu, enfin les marchés ont vendu Wall Street. Hier, il y a une rumeur comme quoi Gary Gone, qui est le conseiller économique de Donald Trump, euh, et dont les derniers espoirs, les dernières hausses de Wall Street reposent sur lui, eh bien il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait démissionner. Le sujet n'a pas démenti, mais a priori ce n'est qu'une rumeur. Voilà, mais il n'y a pas eu de clarification, donc voilà, peut-être que la porte, peut-être que c'est un signe pour dire que le conseil économique de la Maison Blanche, qui est un élément qui est favorable pour la montée de Wall Street, euh, eh bien peut-être qu'il démissionnera dans les jours, dans les semaines à venir. En tout cas, le sujet n'a pas démenti. Bref, climat d'inquiétude sur les marchés, les valeurs européennes devraient se replier. Alors on avait les futurs CAC, futurs DAX, c'était légèrement à la hausse ce matin, avant l'ouverture des marchés. Donc on va voir ça. Mais vu le climat qu'il y a, plus une semaine
plutôt positive hein, sur les marchés européens. On est vendredi, prise de bénéfices, tout simplement. Bonjour, le gold arrive sur l'objectif 100%, nous dit Franck, 1300. Eh bien écoutez, j'ai regardé ce matin, on n'était pas à 1300 il me semble, mais écoutez, oui, de toute façon on arrivera à 1300, enfin, j'ai envie de dire, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on est dessus. Hein. Aujourd'hui, très peu d'annonces attendues, l'inflation canadienne, 1,2%. Donc prévision 1,2% en progression. Si tel est le cas, eh bien, bien évidemment, ça favorisera la hausse du CAD. Et dans le cas contraire, on aura un repli du CAD qui sera accentué par les puits de pétrole qui pourraient être pénalisés ce soir à 19h par le nombre de puits de pétrole aux États-Unis qui est nombre de puits de pétrole pardon en Amérique du Nord. Ce chiffre-là, c'est pas qu'aux États-Unis et c'est 949. Donc on a un ralentissement, bien entendu, comme je vous l'ai dit, pardon, de nombre de forages en Amérique du Nord, mais la production augmente. Voilà. Et enfin, on aura l'indice de confiance de l'Université du Michigan, publié à 16h et attendu à 94 points. Voilà, alors on passe au vif du sujet, on passe à ce qui nous intéresse le plus, et on passe donc... Alors, je voulais juste partager, on va regarder, vous savez que j'ai fait un sondage hier à propos de la Fed, donc on va regarder ensemble ce que, eh bien vous, chers auditeurs et auditrices, pardon, eh bien, avez répondu. Et nos amis Twitter. Alors, selon vous, la Fed procédera-t-elle à une nouvelle hausse des taux d'ici à la fin de l'année? Alors, 51% sont positifs quant à une troisième hausse des taux de la Fed cette année. 36% estiment qu'il n'y en aura pas une et 13% sont sans opinion. Alors, moi, mon opinion, si ça vous intéresse, honnêtement, je ne pense pas qu'il y en aura une. Donc je rejoins ces 36% de personnes qui ne pensent pas qu'il y en aura une. Voilà. Après c'est assez intéressant quand même je vais essayer de faire un peu plus de sondage comme ça parce que je trouve que c'est intéressant de sonder quand même sonder le marché. Après ça serait mieux qu'on ait une centaine de votes. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes sur Twitter et que vous voyez un petit sondage. Voilà, ça peut être intéressant. Je vais essayer de le faire une fois par mois ce sondage et ça permettra de ensuite de tracer un graphique et voir les tendances, l'estimation, la confiance tout simplement de nos amis Twitter. Bref, bon, c'est pas très important, mais bon, je voulais partager ça avec vous. Alors, on passe sur le marché, le DXY, vous voyez, qui se replie légèrement, moins 0,27%. Alors, il tient néanmoins toujours son niveau de support de long terme. Hein. Je vous rappelle, on est quand même sur un niveau de très long terme. Donc, c'est un niveau de support de plus de 2 ans et demi. Mais si on regarde sur la Trading View, d'ailleurs, j'ai tweeté quelque chose il y a ce matin dessus. Hop. Alors voilà. Vous voyez, donc là c'est le DXY, on est sur un niveau de support de long terme. C'était un niveau de résistance ici. Et vous voyez que c'était un pivot un petit peu. Il y avait des réactions sur ce niveau auparavant. Donc voilà, là on est sur un niveau de support quand même de long terme, comme je l'ai dit. On rebondit, là c'est le graphique mensuel. Hein. Donc vous voyez depuis le mois d'août il rebondit. Et le DXY depuis le début du mois d'août, comparé à toutes les autres devises majeures, eh bien c'est l'une des devises les plus performantes avec le yen. Voilà, donc c'est pour cela que personnellement l'achat euro-dollar, je ne suis pas très convaincu. En plus de cela, d'un point de vue de l'euro, l'euro a beaucoup augmenté. Les dernières minutes de la BCE, on a eu un compte rendu plutôt mitigé. Tout simplement, la BCE n'envisageait pas une hausse de l'euro aussi conséquente, plus 5% depuis le mois d'avril, ce qui va impacter bien évidemment un petit peu l'inflation, qui va impacter l'économie de la zone euro. On a eu vraiment l'euro s'est apprécié de plus de 13% face au dollar depuis le début de l'année. Donc ce qui est relativement important. Et du coup, à la conférence de Jackson Hole qu'aura lieu à la fin du mois, eh bien rien n'est attendu de la BCE et a priori, elle pourrait même prolonger le quantitative easing pour justement faire baisser cette monnaie unique. Parce que oui, on est tous haussiers sur l'euro à moyen long terme, c'est très très bien, mais je vous rappelle qu'un euro fort, c'est mauvais pour les exportations de la zone euro et on pourrait retrouver le même problème qu'on avait au début des années, en 2010, 2011, 2012. Voilà, on pourrait retrouver le même problème d'avant-crise européenne. Donc je vous rappelle, tac. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'historique dessus. On va se mettre en mensuel. Voilà. Vous voyez, on pourrait se retrouver avec un euro à terme à 1,25, 1,30, mais à 1,25, 1,30, on aura un problème d'exportation
Donc voilà, moi personnellement, d'un point de vue technique, je suis haussier, mais à court terme, je pense qu'on a encore potentiellement au moins un mois de baisse. Voilà, donc pour moi, le point bas n'a pas été fait sur l'euro au dollar, le récent point bas, euh, le proche point bas, excusez-moi. Et je pense que concrètement l'eurodoll pourrait revenir à 1,15. Je pense qu'on aura une déception venant de la BCE à Jackson Hole dans la fin du mois. De plus, on a le DXY sur un niveau de support. Bref, on a d'un point de vue fondamental et technique beaucoup de configurations qui sont favorables à une baisse de l'eurodoll. Le RSI s'approche de 50, la divergence baissière n'est pas encore validée, mais bon, elle est légère, hein, cette divergence, je vous l'accorde. Mais voilà, concrètement, d'un point de vue technique et fondamental, j'ai plutôt un penchant pour une baisse de l'euro-dollar. Donc pour moi, les stratégies acheteuses sur l'euro-dollar, nous devrions les mettre de côté. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, c'est très important hein, ce changement de la BCE. On avait une BCE qui était assez positive, qui était assez optimiste au début d'année, et depuis juin, on voit que la montée de la monnaie unique, eh bien, affecte les décisions de la BCE, en tout cas affecte son discours, parce qu'on a en soi, on a des indicateurs macroéconomiques vraiment plutôt bons, plutôt prometteurs. On a une inflation qui tend vers le 2%, qui est plutôt proche. On a une croissance qui est au-dessus de 2,2%. Je vous rappelle que 2,2%, c'est le niveau d'avant-crise de l'Union européenne. Voilà, avant, c'est un niveau qui n'a pas été vu depuis 2011. On a un taux de chômage qui est en baisse. Bref, on a des indicateurs économiques qui n'ont pas été vus depuis 5 ans. Malgré cela, on a la BCE qui maintient plutôt un ton plutôt neutre ou baissier. On n'a pas vraiment une BCE qui est optimiste. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la monnaie unique, à terme, cette montée importante de la monnaie unique pourrait affecter le bilan, les efforts de la BCE. Donc elle reste vraiment prudente, elle reste prudente pour donner plutôt un ton tout simplement pour décevoir un petit peu le marché, faire baisser un petit peu l'eurodoll, le faire venir à 1,15 à mon avis, 1,15 voire un petit peu plus bas, 1,13, le faire patienter, consolider vers ce niveau de prix là, et ensuite pourquoi pas adopter un scénario de hausse des taux. Voilà, en tout cas c'est un petit peu le scénario qui plane un petit peu dans l'atmosphère et que je partage également. Donc l'eurodoll, moi j'ai plutôt un avis baissier. Là ça rebondit parce que le DXY, vous voyez, moins 0,29% d'intraday, donc forcément l'euro s'apprécie. On connaît la corrélation négative qu'il y a entre l'euro et le dollar, donc forcément le dollar qui se remplit, c'est un euro qui est bullish. Alors on va simplement regarder ce graphique-là en 5 jours glissants. Sur 5 jours glissants, vous voyez que on a le DXY qui a bien rebondi, qui est l'une des devises les plus fortes, et à l'inverse on a le GBP qui est l'une des devises les plus faibles. Le yen rebondit bien évidemment depuis hier, depuis qu'on a de nouveau des incertitudes politiques aux États-Unis. Voilà, donc le yen rebondit, mais le GBP, vous voyez, il est clairement baissier, c'est l'outsider un petit peu de la semaine, et sur un jour glissant, alors vous me direz un jour glissant, c'est peut-être pas forcément très représentatif, donc on va faire 2 jours, 2 jours, voilà, sur 2 jours, on a quand même un DXY qui est plutôt faible, mais sinon on a un dollar australien, du GBP, de l'euro, et à l'inverse le CHF et le yen, vous voyez, on a vraiment des valeurs refuges qui sont de nouveau appréciés par le marché. Voilà, donc on va faire un tour des paires majeures, mais ça, ce graphique qu'on a vu va nous donner des indications euh, sur les tendances de court terme. AUD, donc vous voyez, on a après un petit rebond, ça consolide autour de 0,79 $. Concrètement, on est au milieu de nulle part sur l'AUD, donc il n'y a pas forcément de scénario. À terme, j'estime que l'AUD, à court terme, je pense que l'AUD peut revenir sur les 0,80, mais il faut pas oublier qu'on a une pression venant du dollar qui doit faire pression sur toutes les paires majeures. Donc l'AUD-USD, à moyen terme, si le DXY rebondit jusqu'à 95 points, l'AUD-USD pourrait revenir à 0,77 voire 0,75. L'USD yen, se replie, on a un rebond du yen comme on l'a vu ces 2 derniers jours, repli du yen, un rebond du yen, pardon, c'est pas quelque chose que j'anticipais. Voilà, c'est assez compliqué hein, d'avoir des tendances saines sur Forex en ces moments. On a la Corée du Nord, on a Trump, on a des facteurs qui ne sont pas forcément anticipables.
Donc voilà, l'USD Yen se replie, il revient à 109. Est-ce que le scénario à 112,5 est remis en cause? Alors, pour le moment, je dirais que non, parce que le DXY tient son niveau de support. Maintenant, si les inquiétudes continuent aux États-Unis, si on a par exemple Gary Gone, le conseiller économique de la Maison Blanche, qui démissionne, alors on aura des fortes chances que l'USD se replie bien en dessous des 109. Voilà. Mais d'un point de vue technique, tant que le DXY tient ce niveau de support de long terme, tant qu'on n'a pas une clôture hebdomadaire sous les 92,50 pardon, eh bien j'ai envie de dire que l'USD Yen, il a encore un potentiel aussi. Maintenant, c'est clair que le scénario ne se déroule pas comme prévu. Mais bon, en même temps, c'est quasiment impossible de prévoir ce qui se passe aux États-Unis, enfin surtout ce qui se passe à la Maison Blanche. Bonjour Jean-Yves. L'USD-CHF, donc l'USD-CHF se replie, pareil, valeur refuge, hein, le CHF, donc il est payé, il fait pression sur le dollar US. L'USD-CAD consolide, il rebondit sur un mode mobile à 20 jours, donc aujourd'hui sera une journée assez importante pour le dollar canadien. Je vous rappelle, on a l'inflation, l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation par rapport au prix de vente des produits, et on aura le nombre de prix de puits de pétrole en Amérique du Nord qui sera publié à 19h. Et donc ces deux facteurs-là impacteront le dollar canadien. Le GBP USD, le GBP consolide à 1,2890, 1,29 tout simplement dollars. On est toujours dans cette figure chartiste qui est tout simplement un biseau ascendant. En cas de cassure, ça sera un signal baissier direction les 1,26. Moi personnellement, je suis baissier sur le GBP. Je suis baissier pour des facteurs qui sont la baisse de l'inflation, un faucon. Donc quand on dit un faucon, en fait c'est un des membres de la BOE. Chaque membre de la BOE qui ont le droit de voter pour la décision des taux s'appelle un faucon. Voilà. On a les gouverneurs à la Fed, les différents gouverneurs, donc gouverneur de Dallas, gouverneur de New York, voilà, gouverneur de chaque comté. Et on appelle à la BE les faucons. Donc on a eu un retrait d'un faucon pour une hausse des taux. Donc on avait 3 personnes qui étaient favorables à une hausse des taux en juin. On en a eu plus que 2 au début du mois d'août. Donc on a vraiment ça nous donne un sentiment, baisse de l'inflation, retrait d'un faucon, ça fait baisser forcément la spéculation. Et cette hausse du GBP-USD a été due à deux choses. Déjà au repli de dollar US qui faisait mécaniquement remonter le cours, mais également la spéculation quant à une possible hausse des taux à cause d'une inflation qui était proche, très 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 proche des 3%. Voilà. Donc maintenant que l'inflation diminue, le marché qu'est-ce qu'il se dit? Eh bien il se dit bon eh bien la BOE ne semble pas vouloir remonter ses taux et en tout cas la possible hausse des taux devrait être plus tard que ce qu'on prévoyait et donc des investisseurs, des spéculateurs se retirent de la livre sterling et donc fait baisser le cours. Vous voyez, depuis depuis ce moment-là, qui était le jeudi 3 août, jeudi 3 août, c'est la date à laquelle un faucon s'est retiré. Un faucon a voté en plus pour un statu quo au lieu d'une hausse des taux. Et depuis, voilà, la spéculation diminue. Cette hausse qui représentait la spéculation du marché quant à une hausse des taux, eh bien, vous voyez, commence à retracer. Et si on a une cassure, ce sera clairement, d'un point de vue technique, un signal baissier, direction les 1,26. Et ça sera un des scénarios comme ça. Et en plus, le DXY, qui est encore une fois sur un rebond d'un niveau de support, et qui potentiellement peut rebondir d'un point de vue technique, et donc s'il rebondit, ça fera pression sur la livre. L'eurodoll, eh bien écoutez, c'est pareil, moi j'attends un retour sur les 1,15. 1,15 sera, pourquoi pas, un bon point d'entrée pour passer à l'achat. NZD-USD, voilà, toujours un scénario baissier. Toujours un scénario baissier. Voilà, rien d'autre à rajouter. La UDNZD continue sa progression petit à petit. Alors on avait un premier scénario jusqu'à 1,08 ici, deuxième scénario jusqu'à 1,09 et vous voyez, eh bien petit à petit, la UDNZD progresse jusqu'à ces niveaux de prix. Alors je retourne sur ce graphique-là. Vous voyez les valeurs refuges qui sont achetées aujourd'hui. Alors est-ce que donc on est vendredi, faut garder cela à l'esprit, donc pas forcément de position swing aujourd'hui, mais en tout cas le yen, le CHF sont achetés, le DXY on va le mettre de côté, mais sinon l'AUD, le GBP sont vendus, donc globalement l'AUD yen
ce sera une stratégie vendeuse qu'il faudra faire, ou alors l'AUD CHF, ou on fait face au GBP, qui selon moi, le GBP peut être vendu sur du swing trading moyen terme. Donc GBP Yen vente ou GBP CHF. Voilà, donc on va regarder cela. GBP Yen. GBP Yen, voilà, on avait déjà un scénario baissier, direction les 140. Donc voilà, là le scénario à court terme, pour ceux qui ne sont pas à la vente, vous pouvez shorter jusqu'à 140, voire les 139. Voilà, il y a un potentiel baissier jusqu'à 139 en tout cas. GBP CHF, GBP CHF. Ensuite on va passer au gold, hein. Alors GBP CHF, vous voyez que c'est vraiment, il y a pas grand chose, hein, pour être honnête avec vous. Mais bon, on va quand même voir ce qu'on peut faire. Donc là, on a un fort niveau de résistance quand même. Hop, voilà. Alors journalier. Donc voilà, il y a une cassure d'un niveau de support. Concrètement, le potentiel baissier sur le GBP CHF, il se fait jusqu'à 121. Voilà. Donc pour moi, il y a un potentiel baissier jusqu'à 120, 121, pardon, excusez-moi. Maintenant, attention, ce type de scénario-là nécessiterait qu'il y a vraiment un appétit pour les valeurs refuges. Donc ça veut dire hausse des inquiétudes aux États-Unis et entre la Corée du Nord et Donald Trump. Donc voilà, moi je suis pas forcément fan de dire qu'il faut shorter jusqu'à 1,21, mais en tout cas je pense que le GBP CHF peut au moins aller jusqu'à 1,23. Donc ça fait potentiellement 90 pips à ce niveau de prix où on peut vendre. Mais en tout cas le GBP Yen, il semble avoir une meilleure configuration, donc si vous voulez shorter le GBP, pourquoi pas le faire face au Yen, à court terme, je dis bien à court terme. Et sinon, donc on avait l'AUD, donc l'AUD Yen, l'AUD Yen qui est par ici. Voilà, l'AUD Yen se replie. Vous voyez, on avait une stratégie acheteuse direction 89, tout simplement parce qu'il y a 2 jours, on n'avait plus vraiment d'aversion au risque. On avait des tensions on avait un climat qui était favorable où Wall Street revenait à des plus hauts. On revenait tester des plus hauts. Et maintenant, eh bien, depuis qu'on a eu la dissolution, vous voyez, des 2 comités économiques qui conseillaient Donald Trump, eh bien, vous voyez, le yen, le CHF sont achetés et Wall Street se replie. Bonjour à vous, Emmanuel. Alors j'ai des questions, je vais rapidement les regarder. Petite question technique, comment tu as mis l'ATR sur ProRealTime l'autre jour d'avoir de Daniel? Alors, Daniel, en fait l'ATR c'est que j'ai et un indicateur codé. Donc qui a été codé, qui n'est pas directement installé sur la ProRealTime, mais si vous le souhaitez, je peux vous le partager. Donc, vous voyez, en fait, c'est alors donc, ATR et vous voyez, donc c'est une ligne de code que je pourrais vous envoyer. Donc c'est un indicateur qui a été créé, euh, mais euh, mais donc vous pouvez m'envoyer sur Twitter, Facebook ou par email un message et je vous enverrai ce document par mail, exclusivement par mail. Voilà, donc si vous connaissez pas mon mail, hein, valentin.offrand@ig.com, tout simplement. Franck qui nous dit, je veux savoir, est-ce que les institutions bancaires, etc. sont plutôt long terme ou court terme sur leur position prise et quelle est votre stratégie? Vous êtes plutôt long, moyen, court terme de manière générale. Alors, excellente question, Franck. Alors, alors, je suis certain que les banques sont sur du long terme. Ils traitent sur du long terme. Maintenant, je pense c'est fort possible qu'il y a également des traders institutionnels qui traitent sur des horizons temps court terme. Mais en tout cas, les institutionnels ont des caps, ont des objectifs de long terme et donc ont des positions également sur du long terme. Ça, j'en suis certain. Mais je pense, en tout cas, je pense qu'ils trade également. Il y en a qui doivent trader, je pense, qui trade sur de l'intraday, d'autres sur du swing trading. Vous savez, il y a beaucoup de traders, bon, maintenant qui sont de plus en plus remplacés par des robots, mais il y a quand même pas mal de traders en banque. Et je pense que ça serait une erreur de dire qu'ils ne traitent que sur du long terme. Voilà. Donc voilà, pour répondre à cette question-là. Et sinon, moi, je suis plutôt sur du swing trading moyen, voire long terme. C'est pas souvent que je fais du long terme, mais mais voilà, je suis plutôt swing trading moyen terme, ce qui veut dire quelques séances
voire plutôt quelques semaines. Voilà, je pense que la moyenne de temps d'un de mes trades doit être de l'ordre de 10 jours à 2 semaines. Voilà. L'eurodoll retourne à 1,15, c'est pas tout de suite, je pense. Merci pour tes précieux renseignements, nous dit Jean-Yves. Alors écoutez, y a aucun souci, Jean-Yves. Alors oui, après c'est un scénario, hein, vous savez, c'est mon point de vue, mais en tout cas pour moi, il y a de fortes chances que l'eurodoll reparte, enfin de fortes chances. Il y a des chances pour que l'eurodoll reparte à 1,15. En tout cas, mon biais reste plutôt baissier à court terme. Il y a selon moi plus de chances qu'ils viennent à 1,15 plutôt qu'à 1,20. Après, voilà, c'est mon opinion. Je pense qu'on aura une déception venant de Mario Draghi à Jackson Hole. De plus, on a d'un point de vue technique un dollar US sur un niveau de support de long terme, donc la probabilité de rebond du dollar US est quand même assez importante, ce qui accentuerait également la baisse. Donc voilà, entre le prix actuel et 1,15, il y a 250 pips, 250 pips sur la hausse qu'on a eue qui était de 1300, c'est pas non plus énorme. Voilà. Alors Kerviel nous dit Luc. Alors oui, Kerviel. Après, je sais pas ce que faisait Kerviel en termes d'horizon de temps, etc. Donc, je ne pourrais pas vous renseigner. Alors Emmanuel qui nous dit Valentin, comment fais-tu pour voir les graphes sur TradingView sans les idées des traders points rouge, jaune, vert qui polluent le graphique sur le plan visuel. Alors, euh, alors les graphiques. Est-ce que vous voulez dire ce graphique-là? Alors, est-ce que vous parlez de ce graphique-là ou alors est-ce que vous pouvez me donner plus de renseignements sur selon vous souhaitez, ce dont vous souhaitez. Alors, ce sont les idées des traders. Ah oui, alors, je pense que c'est ça dont vous voulez parler. Euh, alors, idées des traders, ça doit être ça. Donc vous avez cette donnée-là. En fait, vous avez juste à cliquer sur le bouton, vous voyez, et ça permet d'afficher ou de cacher l'onglet. Voilà. Grand merci pour vos réponses claires, merci de la part de Franck. Écoutez, il n'y a aucun souci Franck, c'est avec un grand plaisir. Si je peux vous renseigner, moi ça me fait plaisir. Alors, on continue. Donc globalement plutôt un intraday vente GBP Yen ou GBP CHF, mais GBP CHF honnêtement j'ai un petit peu moins de conviction pour être honnête avec vous. Et sinon, alors on va essayer de trouver une autre paire. Alors, on a l'AUD qui voyait rebondir à très très court terme, mais sinon l'euro qui est baissier, on n'a pas de d'annonce économique, donc l'euro on est assez protégé aujourd'hui pour une vente de l'euro. L'euro qui est plutôt faible et même sur un jour. Alors non, sur un jour c'est pas déjà plus faible. Hein. On a le dollar CAD, mais dollar CAD je préfère pas y toucher étant donné que voilà on a quand même pas mal de statistiques. NZD, voilà NZD yen, pourquoi pas. Hein. NZD yen. NZD yen pour moi ça va revenir à 79. NZD USD on a toujours l'objectif à 0,72. Donc si vous ne l'êtes pas, vous voyez on est à la vente depuis les 0,73 et quelques. Donc voilà, c'est une stratégie, vous voyez, de moyen terme, moyen long terme. Alors non, on avait deux stratégies, pardon. On avait une première stratégie de vente jusqu'à 0,72 à peu près, et 0,113, pardon, et une autre depuis les 0,113 à 0,7180. Voilà. Donc voilà, ça résume un petit peu mes trades globalement. Je suis sur du swing trading moyen terme. Donc voilà, vente NSD USD ou alors vente GBP Yen, ça peut être des stratégies de court et swing trading. On passe sur les marchés. Alors vous voyez les marchés actions qui se replient. Le CAC moins 0,18. Voilà, d'un point de vue technique, c'est très très propre. Encore une fois, on avait encore un piège pour les bullish, pour ceux qui pensaient que le point bas avait été fait hein, sur les indices européens en début de semaine. Bon, il n'a pas encore retracé toute la hausse du début de semaine, mais vous voyez clairement il y a un momentum baissier. D'un point de vue technique, le CAC reste clairement dans ce canal baissier. Et même lorsqu'il y a des excursions au-dessus, eh bien la moyenne à 50 jours vient mettre tout le monde d'accord et replie le CAC. Fait replier le CAC. Donc là, le CAC concrètement, il y a un potentiel baissier à court terme jusqu'à 5080, alors 5080 qui a déjà été testé, voilà. Mais ensuite, c'est pas 5080 que je vise, c'est bien en dessous, c'est les 5100. 5000, pardon, excusez-moi. J'ai toujours mon scénario baissier depuis maintenant fin juin, je pense. Mi-juin, mi-juin, quelque chose comme cela, enfin bref. Peu importe, depuis plusieurs semaines, je suis baissier sur les indices européens. Statistiquement, le point bas, comme je vous dis, il est fait fin septembre. Je fais partie des personnes qui pensent que l'histoire se répète, et donc
Et donc voilà, je pense que le point bas, on a encore potentiellement 6 semaines de baisse. Statistiquement, on a 6 semaines encore de baisse sur les indices européens. Si on considère que le point bas est fait fin septembre. Voilà. Donc on a encore 6 semaines qui nous séparent entre le point bas et aujourd'hui. Et donc ça serait un petit peu, je pense, un petit peu trop optimiste de dire que le point bas a été fait cette semaine-là. Voilà. En plus de cela, bon, même s'il n'y a pas vraiment de risque que l'Allemagne sorte de la zone euro, il n'y a quasiment aucun risque. Je vous rappelle qu'on a les élections fédérales qui auront lieu mi-septembre en Allemagne. Et je pense que, eh bien, ça coïncide un petit peu, dans le sens que le plan bas est fait fin septembre, les investisseurs pourraient revenir juste après les élections allemandes. Voilà, ça devrait faire une nouvelle vague d'optimisme, comme ce qu'on a eu après à Macron, vous voyez, qualification d'Emmanuel Macron, le marché avait payé, on avait une nouvelle vague d'optimisme, et voilà. Et donc là, on pourrait avoir concrètement un petit peu la même chose, sauf sans ce retracement, parce que ce retracement, il est également statistique. Souvenez-vous, sell in May and go away, ce fameux adage qui dit qu'il faut vendre en mai et statistiquement il faut revenir en fin septembre. Donc là vous voyez mai, vente. Et voilà. Donc on a concrètement, moi je pense que l'histoire se répète et que voilà, ça va revenir à 5000. Ce n'est qu'une question de séance ou de semaine. Voilà, si ça peut faire peur à certaines personnes, semaine, je dirais au maximum 7 semaines. Et à partir de là, si par exemple fin septembre on est à 5000 points, bah écoutez, oui, je passerai potentiellement à l'achat. Voilà, le DAX, quant à lui, 12 300 points, toujours et encore ce niveau de résistance qu'il faut shorter. Donc voilà, 12 300, ça se short. Et là, le DAX, pour moi, il peut revenir à 11 920 dans les prochaines semaines. Et attention, premier objectif baissier, pour ceux qui sont en swing trading, ce sera cette fameuse moyenne mobile à 200 jours. Moyenne mobile à 200 jours qui est pour vous, Daniel, alors Franck, pardon, la moyenne mobile à 200 jours, c'est la moyenne mobile utilisée par les institutionnels. Voilà, s'il y a une moyenne mobile que je devais vous conseiller pour les indices boursiers, vraiment une, c'est la moyenne mobile à 200 jours. C'est vraiment la base. Et ensuite, ça c'est la 50. La 250 et 20 qui vont donner qui vont décrire les tendances de court, moyen et long terme. Voilà, mais la 200, c'est vraiment celle qui est la plus utilisée par les institutionnels. Et donc voilà. Et donc l'Eurostoxx, pareil, qui confirme le scénario baissier. Vous voyez, on a un parfait doji, on devrait avoir une prise de bénéfice qui devrait se poursuivre. Et voilà, retour à 3004 dans les prochaines séances. Alors la terre, alors oui, je vais vous reparler de la terre juste après les matières premières, il n'y a aucun souci. Le gold qui progresse, plus 0,38%. On arrive dans une zone de résistance, donc le marché pourrait commencer à prendre des bénéfices là-dessus, mais on l'a vu, on a le yen et le CHF qui confirment le fait que le marché est en aversion au risque depuis hier, et donc le gold devrait continuer à progresser. Mais bon, on devrait avoir un momentum un petit peu moins important. Ou en tout cas, si on en a un aussi important, eh bien écoutez, tant mieux. Je vous rappelle qu'on a toujours notre objectif de 1300 $ depuis ce moment-là où le RSI avait cassé 50. Voilà, depuis le 18 juillet. Donc ça fait un mois quasiment, ça fait un mois jour pour jour qu'on est à l'achat. On avait un premier objectif à 1250, un deuxième à 1270 et maintenant à 1300. Et voilà. Donc je vous rappelle, le S&P, le gold fait mieux que le S&P depuis le début de l'année. Ce qui résume un petit peu l'état d'esprit du marché, c'est-à-dire qu'il se diversifie. Voilà. On a un marché qui est favorable sur le marché des actions, mais qui dans le fond se protège également en achetant de l'or, pardon, excusez-moi. Et donc 1293, pour ceux qui veulent prendre des bénéfices avant le week-end, vous pouvez en prendre un petit peu à ce moment-là, mais concrètement, je pense qu'il peut venir chez les 1300. Voilà, j'en suis convaincu. Enfin, le pétrole. Pétrole qui rebondit, vous voyez cette moyenne mobile à 50 jours qui vient accompagner le cours du WTI. Journée un petit peu importante pour le pétrole. S'il y a 2 jours qu'il faut marquer dans son agenda chaque semaine pour le pétrole, c'est le mercredi et le vendredi. Mercredi les stocks et vendredi le nombre de puits de pétrole. Voilà. Et donc nombre de puits de pétrole, et bien selon la statistique, selon les chiffres, s'il est en progression, eh bien ce sera baissier pour le pétrole, et au contraire, si le nombre diminue, alors ça devrait soutenir le pétrole. Mais personnellement, j'ai toujours mon biais baissier. Mon biais baissier, le RSI qui a donné un ordre de vente, en tout cas un signal baissier, le 14 août dernier, lundi, avec la cassure de la moyenne mobile à 20 jours, plus la cassure du RSI.
Et donc, mon premier niveau de support se fait à 46, 43, 46, 50, cours sur lequel le pétrole a rebondi hier. Et en cas de cassure, ça sera 45, puis 42 dollars qui seront les prochaines targets. Voilà. Et donc, je reviens pour vous, Gilles, sur l'ATR. Alors l'ATR sur les indices boursiers surtout, et puis même surtout, hein, surtout les actifs. Mais personnellement, j'aime bien le faire sur les indices boursiers. Alors par exemple, on va se mettre sur le S&P, voilà. S&P. Donc, on va mettre l'ATR, ATR, TS pour Trading Stop, pour ceux qui connaissent. Donc, vous allez là-dedans. Donc sur la petite clé à côté du prix, vous mettez ajouter un indicateur, sinon vous allez avoir la TR en dessous. C'est pas ce qu'on veut. Mince. Voilà. C'est pas grave. Hop. Voilà. Donc personnellement, moi, mon ATR, comment je paramètre. Alors on va aller dans le propriété ATR. Non. Voilà, ATR, on va le modifier là, le code. Donc moi personnellement, je mets un trailing stop de 10 périodes. Donc c'est un ATR de 10 multiplié par 2 ou par 3. Par 2 si vous êtes plutôt sur du court terme, à 3 si vous êtes plutôt sur du moyen terme. Voilà. Pour l'intraday, l'ATR, honnêtement, je l'ai jamais utilisé, donc je ne pourrais pas vous dire si l'ATR est bon ou pas. Je vous rappelle, l'ATR, c'est un indicateur qui mesure la volatilité moyenne. La volatilité, ça se fait, elle se calcule de façon journalière. Parce qu'il suffit que il y a un FPI ou des minutes de la Fed, etc. Et ça comment dire, ça, ça, ça va biaiser tout le calcul intraday. Donc concrètement, l'ATR, je pense que tous les indicateurs de volatilité ne sont pas vraiment très perspicaces sur des horizontaux tels que 15 minutes, le 30 minutes, le horaire. Voilà. Mais par contre, sur du daily, à partir du journalier, ça commence, enfin c'est pas que ça commence, c'est à partir de ce moment-là où l'ATR, où tous les indices, tous les indicateurs de volatilité commencent à être intéressants. Donc là, un multiplicateur de 2, ça va être plutôt sur du swing trading, par exemple quelques séances. Moi, je suis plutôt sur du swing moyen terme, donc je préfère le multiplier par 3. Donc en fait, ça va être la volatilité moyenne des 10 derniers chandeliers, des 10 dernières séances, multipliée par 3. Et voilà, donc là, ça va être un indicateur assez intéressant pour positionner votre stop. Vous voyez, par exemple, vous passez à l'achat suite à la cassure de 50 du RSI, imaginons, donc c'est à ce moment-là. Vous aviez un ATR qui était indiqué ici, et ensuite vous le remontiez petit à petit, jusqu'à temps que eh bien, le cours casse cet ATR. Voilà. Donc ça permet, au lieu d'avoir par exemple un ratio risque-rendement de 1, vous dites, au lieu de dire que eh bien, je prends tous mes bénéfices à 1, eh bien la stratégie par exemple avec un ATR, vous prenez 50% de vos bénéfices lorsque vous avez un ratio risque-rendement de 1, et ensuite vous laissez courir la position et vous remontez votre stop petit à petit en suivant cet ATR. Et une fois que le cours casse, vous prenez tout le reste des bénéfices. Voilà. Et en fin de compte, vous n'aurez pas un ratio risque-rendement de 1, vous n'aurez pas un risque ratio rendement de 1,2, mais potentiellement au-dessus de 1,5. Voilà. Donc ça, c'est ma manière d'utiliser ATR, honnêtement. 50% des prises de bénéfices lorsque le ratio risque-rendement est à 1, et ensuite, on laisse courir la position. L'ATR, on le remonte petit à petit jusqu'à temps qu'il fasse défaut. Voilà. On peut le mettre également, je vais vous faire voir sur du Forex. Supprimer l'ATR. Alors, je sais pas pourquoi j'ai supprimé, mais c'est pas grave. Alors, bien évidemment, l'ATR, il est intéressant quand il y a des tendances. Hein. Par exemple, sur l'eurodoll. L'eurodoll en journalier, on va remettre cet ATR. Agent indicateur, ATR. Alors, comment est-il programmé? Modifier. Voilà, 10.3, parfait. Et donc, vous voyez, ici, hors d'achat, mardi 18 avril. Le mardi 18 avril, le RSI casse 50. En plus de cela, le 18 avril, on avait le sentiment de IG qui donnait un signal bullish. C'était le premier signal bullish. Donc on mettait un stop, vous voyez. Donc là, l'ATR, il est au-dessus. Mais concrètement, ça veut dire que vous mettez le stop en dessous. Vous prenez la différence. Donc là, la différence entre l'ATR et le prix de clôture était de, par exemple, alors prix de clôture, 1,072,6. Et la TR était à 74,4. Donc on avait un stop extrêmement serré. Donc même on pouvait le détendre.
Vous voyez, quand il y a un stop peut-être trop serré, on peut potentiellement le détendre. Parce que là, on avait un stop quand même de 26,44, la différence est d'environ 15 rapidement de tête. 15 pips de stop. Moi, personnellement, pour du swing trading, c'est inimaginable pour moi. Donc, personnellement, j'aurais mis à 50. Mais vous voyez, même avec 50 à ce moment-là, eh bien, voilà, 50 pips, vous aviez mis 150, ça fait un ratio risque-rendement de 20. Voilà. Mais sinon, on va faire sur l'USD Yen par exemple. L'USD Yen en tendance, vous voyez, pareil. Mince. Alors l'USD Yen, de toute façon, je ferai à partir de la rentrée, on reprend les webinaires éducatifs chez DailyFX et on fera des webinaires sur ces indicateurs-là. Donc voilà, cassure la moyenne mobile du RSI qui casse 50 par exemple, ce qui permet d'avoir, bon, on a un signal un peu plus retardé, mais au moins c'est un signal qui est confirmé. Voilà, donc par exemple à ce moment-là, ou peu importe, honnêtement peu importe, il n'y a pas vraiment de, on peut prendre n'importe quel, par exemple ici, si vous passiez à l'achat ici suite à l'élection de Donald Trump, vous aviez un stop, vous voyez le de, alors donc ça fait 277 pips de stop et vous aviez un échec à 897. Donc ça fait un ratio risque-rendement de 3. Vous voyez. Donc au début, à ce moment-là, vous n'auriez peut-être pas anticipé un ratio risque-rendement de 3. Or, grâce à l'ATR, eh bien, vous voyez, vous remontez petit à petit le stop, et c'est un petit peu une fois que vous avez pris 50% des bénéfices au ratio risque-rendement de 1, eh bien, c'est un petit peu comme si vous étiez gagnant, peu importe. Vous prenez 50% des bénéfices lorsque le ratio risque-rendement, arrive à 1. Ensuite, vous remontez votre stop à votre prix d'entrée. Et ensuite, vous le faites suivre l'ATR. Voilà, c'est la stratégie comme ça. Voilà, testez-le en démo et ce sera excellent. Alors, merci pour Webi éducatif et prévoir Webi avec les outils utiles à savoir. Très bien, Gilles, je note. Donc, quand vous dites les outils utiles à savoir, je suppose que c'est des indicateurs comme par exemple l'ATR ou des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu plus de renseignements concernant ce que vous voulez pour le webinaire éducatif? Parce que c'est vrai que je n'ai pas sondé vous, chers auditeurs. Donc, si vous avez des demandes particulières sur les webinaires éducatifs que vous voulez voir à partir de la rentrée, honnêtement, n'hésitez pas. Nous, notre projet, c'est qu'à partir de la rentrée, on fasse vraiment une saison, dans le sens, de septembre à juin, on va faire vraiment un programme. Alors, je ne dis pas qu'on va avoir une fois l'ATR de septembre à juin, mais on veut vraiment qu'il y en ait pour tous les niveaux, du débutant au plus avancé, avec des choses vraiment assez poussées quand même, pour que le but, c'est qu'on améliore tous nos compétences. Donc, il y aura des choses basiques, il y aura des choses qui seront avancées comme des corrélations, comme des forces relatives. Voilà, il y aura également des stratégies trading. Donc, si vous avez des, des idées, des choses sur lesquelles vous voulez que nous faisons des webinaires, que nous fassions des webinaires, excusez-moi, eh bien, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit mail et à nous donner votre ressenti, votre feedback, et voilà, ça sera très intéressant pour tout le monde. Parce qu'on n'a peut-être pas les meilleures idées, hein, sans doute pas. Non. Alors oui, les indispensables à connaître de la part de Gilles, très bien. Gilles, eh bien on va essayer d'établir une liste avec l'équipe DailyFX des outils les plus indispensables. Merci à vous pour votre attention. Concrètement, pas une journée très très importante qui est attendue en termes d'annonces économiques, mais globalement le marché action qui est attendu à la baisse, les valeurs refuges qui sont attendues à la hausse, donc Gold, Yen, CHF, c'est achat en intraday, et à l'inverse, on va vendre donc l'AUD et le GBP. Et pourquoi pas l'euro. Voilà, ça va dépendre du DXY. Mais l'euro, on va le mettre entre parenthèses parce que si le DXY est baissier en intraday, l'euro sera haussier. Et à l'inverse, si le DXY est haussier, alors l'euro sera baissier. Donc l'euro, à la limite, on va mettre de côté. Mais en tout cas, l'AUD et le GBP, ça se short en intraday et en swing. Alors que le CHF et le yen s'achètent. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Excellente fin de journée, excellent week-end. Et rendez-vous lundi, même heure, même salle de trading, pour le prochain point de marché de la semaine, qui la semaine prochaine s'avère une semaine plutôt intéressante. Voilà. Merci à vous et excellente journée.